Alors, on y va. Pas encore. Non, pas encore. Il n'est pas 19h, je pense. Ah, les 59 ans. C'est 59, ouais. Oui, c'est juste que. Ouais. Comment? C'est en noir et blanc. Tu es en noir et blanc, mais c'est pas mal. Non, j'ai marqué, je suis toujours C'est en un noir et effet blanc. vintage. Ah bah on fait pour les usages passés noir et blanc. Pour le futur, on met des plantes partout, des lianes. Ça me paralyse. Ok, spectateur arrive. Tac. Arrête de faire la poêle. Je le sais. Oui, je pense. Peut-être qu'il y a une musique, je sais pas. Le mille son. Ben oui. Alors, bienvenue, on va lancer le jingle et on est parti. Je suis minorité. Hmm. Je suis minorité. Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle édition des Rencontres de la Sorbonne, réalisée par les étudiants en Master 1, direction de projet ou établissement culturel à l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, et grâce à l'accompagnement précieux des Carreaux du Temple. Au cours de cette année, la thématique abordée est celle politique et symbolique de l'eau. L'équipe d'aujourd'hui a choisi de s'intéresser à ce fleuve tant boueux de contradictions que chargé de souvenirs et d'espoir à tout genre, la Seine. 100 ans après les derniers Jeux olympiques en France, les JO 2024 font de la Seine une pièce maîtresse de l'événement. Son exploitation lors de la cérémonie d'ouverture, ainsi que pour certaines épreuves nautiques, implique un certain nombre de transformations, soulevant questionnements écologiques, urbanistiques et sociétals. Comment s'emparer de ce fleuve historique qui est à la fois l'une des grandes muses de Paris et l'insalubre baromètre de ses névroses? Quel avenir pour ces innovations? Partant d'un temps où la Seine était encore un lieu de baignade, lieu de vie partagé, nous tenterons d'interroger les différentes appropriations du fleuve, notamment à l'aube d'un événement médiatique et touristique colossal. Pour traiter ces sujets, nous sommes très contents d'accueillir 4 intervenants abordant la Seine sous un angle différent. Julia Moutier, architecte, membre du laboratoire CHR La Vue, affiliée à l'Université Paris-Nanterre et enseignante à l'école d'architecture de Paris-Val-de-Seine, et l'autrice d'une thèse sur les retours des pratiques politiques et aménagements de baignade formelles et informelles dans les cours d'eau franciliens. Elle interroge ces pratiques notamment d'un point de vue environnemental, abordant la question du rafraîchissement des fleuves urbains. Isabelle Louviot et Jacques Damade publient le 10 mai prochain un guide sentimental des piscines municipales de Paris. Et au cours de cette enquête ethnographique amateur passionnée, ils s'intéressent notamment au temps où la Seine était encore un lieu de baignade partagée. Formée en sciences humaines et sociales, Isabelle Louviot travaille dans l'édition
et est également l'auteur d'un essai biographique illustré par Georges Peignard et publié au Tripode, intitulé Élisée Reclus, Penser l'humain et la terre. C'est un portrait d'un géographe anarchiste amateur de bain. Elle crée également le blog littéraire Sur une île, j'en porterai. Jacques Damade, passionné de Georges Louis Borges, est le fondateur des éditions La Bibliothèque. Et en 2011, il publie un livre sur les îles disparues de Paris, cheminement historique le long de la Seine et de ses îles passées. Emmanuel Ségura, chef de projet Odyssée, accompagne les artistes dans l'élaboration de projets culturels en lien avec le domaine des musiques actuelles et spectacles vivants. Les notions d'inclusion et de coopération et d'ancrage territoriaux sont au cœur de ces actions. Le projet Odyssée, pour lequel elle participe au pilotage et à la conception, mêle sport et environnement, notamment lors d'ateliers de construction de bateaux proposés au grand public et qui seront mis à l'eau dans la Seine lors d'un festival qui aura lieu cette année les 22 et 23 juin. Cette conférence sera suivie d'un temps d'échange avec le public et n'hésitez pas à poser vos questions dans l'espace de dialogue de la plateforme pour que nous les relayons. Je passe la parole à ma camarade Laura Lou. Bonjour à tous. Merci pour votre participation à cette conférence. Nous allons introduire la discussion en évoquant d'abord les usages passés de la Seine. Donc, la première question est adressée à Isabelle Louviot et à Jacques Damade. Votre travail porte sur les usages aquatiques, sportifs et de loisirs. Vous avez mené un travail d'enquête et de documentation important dans le cadre de l'écriture de votre livre. Est-ce que vous pouvez nous parler des usages passés de la Seine que vous avez pu identifier dans ce travail? Bon, alors ça commence au XVIIIe siècle par les mœurs, c'est-à-dire que la première administration autour de Paris, autour de la Seine, se passe parce qu'un certain nombre de jeunes gens se baignaient nus dans la Seine et offusquaient donc un certain nombre d'autres personnes qui avaient des enfants, etc. Donc il y a une police de la Seine qui s'est mise en place et on poursuivait donc les contrevenants en leur enlevant leurs habits. Ce qui évidemment était assez curieux comme pratique. Bon, ça c'est une des premières choses. Et puis après, très vite, sont arrivés ce qu'on appelait les bains du peuple, puis au début du 19e siècle, les bains à 4 sous. Et là, il n'y avait pas du tout de question d'hygiène, parce que l'eau était relativement propre dans les bains à 4 sous qui étaient près de l'île de la Cité. Mais dès qu'on arrivait au cœur de Paris, c'est-à-dire à peu près vers la Concorde, etc., l'eau était extrêmement trouble. Elle avait reçu à la fois le trafic des bateaux et les égouts. Et il n'y avait aucun souci. C'était d'abord le plaisir de nager, le plaisir de se retrouver avec des emplacements très rudimentaires, mais où on se baignait tout nu, souvent, ou avec des très étroits caleçons. Et ce qu'il faut rajouter, c'est qu'évidemment, les sexes n'étaient pas mêlés, hein. Il y avait les hommes et les femmes selon les jours. Peut-être juste dire, donc ça se passe essentiellement à la fin du XVIIIe siècle et dans le courant du XIXe siècle. Et en fait, nous, ce qu'on a mis à jour dans notre guide, qui porte surtout sur les piscines, hein, mais ce qui nous a paru intéressant, c'est que la Seine, en fait, a été une sorte de préfiguration des piscines. C'est la piscine avant la piscine, c'est-à-dire que on crée des espaces clos. À un moment, ça va être chauffé. Et tous ces espaces sont des espèces de terrains d'exploration, on va dire, de ce qui sera après les premières piscines à la fin du 19e siècle, quoi. Là, dans la ville, quoi. Et il y avait même des écoles de natation, le début des écoles de natation, et aussi des navires de bain chaud. Donc l'eau aussi pouvait être chauffée. Mais évidemment, c'était absolument saisonnier, c'est-à-dire qu'à partir du, à partir du 15 octobre, selon un édit de la mairie, il fallait retirer tous les bassins, parce que il y avait aussi une compétition entre le trafic
le trafic de la Seine, il faut savoir que la Seine était nourricière on peut dire jusqu'en 1830 ou 1840. La plupart de la nourriture, des matières premières, etc., venaient de la Seine. Et donc, il y avait une espèce de concurrence enfin, de concurrence, ou du moins quelque chose qui gênait le flux de la Seine. La préoccupation des édiles, enfin des gens de l'administration, c'était principalement que la Seine puisse être fréquentée par les navires, et les bains étaient vraiment considérés de façon un peu négative, on va dire. Et en même temps, ils étaient très peu chers, et cette tradition va rester. Est-ce que vous pourriez juste nous donner une période de fin de ces bains à Katsu? Quand est-ce qu'ils ont disparu, ces bains à Katsu? Vers quelle Alors, période? Est-ce que ça a été... grosso modo, les bains à Katsu ont disparu à la fin du 19e. D'accord. Et ensuite, il restait pas mal de bains sur la Seine, mais qui n'étaient plus à Katsu. Mais ceci dit, ce qui est D'accord. intéressant, c'est que quand vous allez à la piscine, vous payez 3,50 €. Je reviens à la piscine, je m'écarte un peu. Et ce qu'il faut indiquer, c'est que ça vient des bains à Katsu, c'est-à-dire que ça a été une activité très très peu chère. D'accord. Oui, Donc, donc ils ont disparu avec l'apparition des piscines plus tard. Ça a remplacé un petit peu les bains. alors, Alors, juste dire que, pardon, vas-y. oui, vas-y. Juste dire une chose, c'est que jusqu'en 1910, la majorité des baigneurs, ou même dès 1920, la majorité des baigneurs, c'était dans la Seine. D'accord. Il y avait très peu de piscines à À Paris. Paris. D'accord. D'accord? Et donc, Très bien. on se baignait encore enfin, dans les années 30, même 40, dans la Seine, hein. D'accord. C'était encore Il y avait moins de principes de précaution. oui. D'accord. Merci beaucoup pour cette réponse très complète. Maintenant, je m'adresse à Emmanuel Ségura. Euh, Vous travaillez au sein de l'Odyssée, qui a été créée en réaction aux crues de la Seine de 2016 et 2018. Est-ce que vous pouvez nous parler brièvement de ce projet et, euh, et aussi nous faire une sorte d'état des lieux de la Seine et des habitudes qui tournaient autour de celle-ci à l'époque? Alors oui, je vais essayer de vous raconter comment on passe de l'idée à l'action et comment on se retrouve aujourd'hui entouré d'un réseau d'acteurs issus de tous les secteurs d'activité. En fait, quand l'idée de faire une fête s'impose après les crues, c'est la volonté de la communauté des navigants de célébrer le fleuve. Et on a déjà en tête les images de grandes fêtes dans le sud de la France ou en Italie, en tout cas, où on voit vraiment les voies d'eau comme des espaces publics, festifs, sur lesquels tout le monde se rassemble. Et finalement, on se demande pourquoi ça n'existe pas déjà à Paris ou en région parisienne. Et on commence du coup une sorte d'enquête qui nous amène à la rencontre des acteurs et des structures riveraines du fleuve ou des canaux. Et c'est comme ça qu'on découvre des endroits où finalement les voies d'eau sont des frontières, ou bien un tas d'initiatives qui existent mais qui sont complètement invisibles, et notamment des pratiques qui sont quand même collectives et massives, comme les randonnées fluviales qui existent, dont l'une existe depuis plus de 25 ans et qui rassemble des milliers de navigants déjà au cœur de Paris, mais que personne ne voit parce que ça se passe le dimanche matin et ça se passe à l'aube. Du coup, voilà, on se dit ben, comment, et on découvre aussi que la plaisance qu'on pouvait croire issue de la culture des bords de mer, en fait, elle naît d'abord en Île-de-France avant de s'exporter à la mer. Voilà, donc en fait, ça nous donne l'idée de proposer des constructions de bateaux pour aller à la rencontre, pour activer des savoir-faire, des imaginaires, et rencontrer, aller à la rencontre des habitants plutôt quand ils sont loin des berges et des voies d'eau. Et on commandite à un jeune architecte qui s'appelle Yuri Gage un plan de bateau pour une construction amateur. Et c'est comme ça qu'on crée des chantiers navals. Et du coup, ça devient les coulisses du projet, en fait. C'est les chantiers navals qui s'installent un peu aux quatre coins de l'Île-de-France
qui sont des lieux de rencontre, d'échange et de récit, où on commence à se dire qu'on va se retrouver sur l'eau et que c'est possible en fait. Donc voilà. Et aujourd'hui, l'Odyssée, c'est des bases nautiques festives et éphémères qui sont nomades et qui s'installent au gré des territoires et des rencontres avec les partenaires, puisque elles sont à chaque fois singulières et elles sont le résultat de collaboration et de contribution. Et du coup, on propose des espaces de pratique culturelle, artistique, sportive, et la mise à l'eau de cette flotte de voiliers qui représente en fait une sorte de spectacle vivant et une proposition pour changer de regard et de rapport à la Seine et aux voies d'eau en général. Et du coup, le moteur du projet aujourd'hui, c'est vraiment le rassemblement de tous les acteurs qui se reconnaissent et qui mettent aussi en partage leurs pratiques à eux. Voilà. Et du coup, le projet qui était utopique quand on l'a lancé en 2019, ben finalement, il prépare sa 5e édition prochainement. Donc, sans doute qu'il y a un vrai basculement en quelques années et que, voilà, on peut imaginer d'autres futurs possibles sur la scène. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu plus pourquoi ce projet était tant utopique? Comment était habitée la Seine à l'époque, il y a 8 ans de ça, aux premières crues? En fait, la Seine, c'est un espace de navigation et de circulation, mais qui est très peu, dont les usages sont très peu partagés encore. C'est-à-dire il y a du temps pour du loisir, du sport ou de la culture que très ponctuellement et dans des cadres très précis. Et voilà, l'idée de l'Odyssée, c'était de pouvoir naviguer à plusieurs endroits, de naviguer à la voile dans Paris alors que ça n'existe pas. En tout cas, ça a existé, mais on l'a oublié. Et voilà, l'idée, c'était de réactiver cette histoire-là et de créer des bateaux qui sont à l'image d'usages d'aujourd'hui, qui soient exemplaires en matériaux, qui puissent circuler sur les berges tractés par un vélo. Et voilà, on essaye de faire une chaîne exemplaire avec des savoir-faire de proximité. Voilà, en tout cas, un rendez-vous populaire et accueillant. Très bien. Merci beaucoup pour cette réponse. Julia Moutier, est-ce que vous voulez ajouter quelque chose sur cette introduction et discussion sur les usages passés de la Seine, notamment d'un point de vue peut-être politique, les voix politiques qui s'exprimaient à l'époque sur ce projet de baignade en Seine? Ah, le son. Le son. Ah, le son ne marche pas. Je remets le son. Oui, je vais juste aussi, je précise juste que la thèse n'est pas encore complètement écrite au cas où vous D'accord. voudriez la lire, c'est pas encore disponible. Donc, ce qui est intéressant, c'est quand on regarde l'histoire des usages de la Seine et notamment Isabelle Bacouche, qui est une historienne qui a beaucoup travaillé là-dessus, elle a montré que, en fait, au début du 18e, au milieu du 18e siècle, la Seine, elle était elle était très très utilisée pour des choses très variées, donc qui tournaient à la fois autour du transport, des biens comme des populations. C'était aussi un lieu de travail et notamment de travail informel, avec des boucheries, beaucoup de boucheries à proximité du fleuve, le lavage du linge, la pêche, les porteurs d'eau. Et puis un lieu de loisirs aussi déjà avec des fêtes royales organisées autour de la Seine, des bains d'hygiène et de détente et des promenades. Mais finalement, les loisirs et le travail sont progressivement écartés au profit des transports et le fleuve est progressivement coupé du reste de la ville pour être dédié à servir des enjeux économiques à l'échelle nationale, donc des enjeux de navigation globalement. Euh, et ce qu'on voit aujourd'hui, c'est qu'à la fois, donc, les loisirs, ils vont revenir de plus en plus, et on le voit aussi avec des projets comme Odyssée, et que la ville, elle se retourne aussi à nouveau sur la Seine, qui devient un espace central, enfin, qui est devenu un espace public central dans Paris, mais seulement à l'échelle des berges et pas de l'eau pour l'instant. Et donc, la baignade a fait partie de ces usages qui ont disparu, et maintenant, la question se repose, ça fait une quinzaine d'années que finalement on se redemande, enfin 10-15 ans,
est-ce que on pourrait se rebaigner dans la Seine, ce qui est assez étonnant. Et ça vient à la fois des politiques de la ville de Paris et aussi des pratiques habitantes tout court. Donc, entre 2008 et 2010, il y a la remunicipalisation d'eau de Paris, donc la remunicipalisation de la distribution en eau potable de la ville de Paris, qui va qui va pousser la ville à proposer une nouvelle politique de l'eau où elle va beaucoup se poser la question de quels accès à l'eau et pas qu'à l'eau potable et quels usages de l'eau dans la ville. Et là, il va y avoir une première proposition d'ouvrir un site de baignade en eau libre, mais dans le lac Daumesnil, en 2012 donc. Et par contre, c'est aussi écrit dans cette première proposition politique que la Seine et les canaux ne s'y prêtent pas. Mais après, 3 ans plus tard, en 2015, finalement, la Seine et les canaux sont proposés comme lieu de baignade dans 3 politiques simultanées, qui sont le plan nager à Paris, qui lui vise à répondre à un sous-équipement en piscine. Donc c'est une politique sportive, avant tout, sport et loisirs. Il y a aussi la stratégie d'adaptation de la ville de Paris qui, elle, vise à adapter les modes de vie et les aménagements de la ville à un climat réchauffé. Et enfin, ça réapparaît aussi dans le projet de candidature des Jeux Olympiques, qui est très basé sur l'idée de faire avec l'existant. Donc, pour organiser des épreuves de natation marathon ou de triathlon, faire avec les eaux déjà présentes. Et qui, en plus, s'est particulièrement organisé autour de la Seine pour cette édition-là. Et donc, finalement, on vient à positionner les épreuves de nage libre dans la Seine et à proposer en héritage, donc en contrepartie, ou en tout cas comme élément plus durable de tous les investissements qui auraient été consentis, là, d'ouvrir des sites de baignade dans la Seine et la Marne d'ici 2024, puis aujourd'hui 2025, et qui va servir de levier pour accélérer ou en tout cas réellement réaliser ces projets d'ouverture de sites de baignade. Et on le voit aussi sur place où entre 2012 et 2017, globalement, la baignade, elle revient aussi dans les canaux surtout, où donc il va y avoir un collectif qui va se créer pour militer, pour ouvrir les canaux à la baignade qui s'appelle le Laboratoire des baignades urbaines expérimentales. Et puis, il y a aussi les gens qui, peu à peu, et surtout au fil des canicules, se remettent à se baigner aussi d'eux-mêmes dans les canaux surtout. Et le bassin de la Villette en 2017 qui va ouvrir un premier site de baignade, un premier bassin en eau libre. Très bien, merci beaucoup. Donc, tous ces éléments de recontextualisation nous permettent d'aborder le sujet des Jeux olympiques et paralympiques et de questionner ce dernier, puisque sa promesse est de laisser en héritage une scène baignable aux Parisiens et Parisiennes à l'été 2025. Emmanuel Segura, le projet principal de l'Odyssée est de la réhabilitation et la réappropriation de la Seine par les Parisiens et les Parisiennes, que vous nommez très joliment le peuple du fleuve. C'est à quelques mots près ce que nous promettent les Jeux Olympiques. Qu'est-ce que vous en pensez de ce discours d'héritage ? La candidature de Paris 2024, elle joue une fonction d'accélérateur et d'amplificateur de changement. On a l'impression que c'est assez indéniable. Il y a une voix qui parle. En fait, ouais, ce qui paraît manifeste, c'est que grâce à la candidature, il y a la mise en place d'une coopération multiterritoriale et un alignement des forces qui rassemble aussi bien les institutions, les territoires et les administrations, comme jamais ça n'a pu être possible jusque-là. Et ce qui permet aussi de mobiliser de se lancer dans des grands travaux concrètement et d'imaginer le changement dans un très court terme maintenant. Du coup, la fonction des JO, elle est assez indéniable. Et ce qui paraît intéressant, c'est qu'en fait, elle vient valider, elle vient consolider des projets de transformation qui existaient déjà,
comme notamment à l'île Saint-Denis, où une base nautique va ouvrir en héritage, où un bassin de baignade sera mis en place de manière expérimentale. Et en tout cas, la reconquête des berges, elle est vraiment réelle, et il y a une vraie révolution qui va se passer par la suite. Donc, c'est un changement de regard et un passage à l'acte qui est vraiment, vraiment important. Ce qui paraît important aussi, c'est que les JO vont apporter des infrastructures et contribuer à un rééquilibrage territorial permettant l'accès à toutes les populations, notamment d'aller apprendre à nager, puisque aujourd'hui, ce n'est pas du tout le cas. Donc ça peut être qu'un facteur positif. Et puis, il y a déjà des expérimentations en cours pour rendre les JO possibles. Du coup, il y a une vraie démarche de contribution, de consultation et d'études d'impact, notamment sur les installations de baignade pour 2025. Donc, c'est un travail de fond, quoi. Et sur le plan symbolique, ce qui paraît aussi important, c'est que la Seine qui paraissait sale et dangereuse, en fait, c'est pas du tout une fatalité. Et on voit qu'en quelques années, il y a des résultats de qualité de l'eau voilà, très concrets. Symboliquement aussi, la Seine, elle fait un trait d'union entre Paris et des territoires industriels, que ce soit ses propres quartiers industriels ou même le territoire de la Seine-Saint-Denis. Et en fait, elle vient pacifier une relation qui était, qui date d'un passé qui est pas si loin en fait. Mais ces territoires servants-là, ils vont devenir aussi des destinations attractives avec ces nouveaux bassins de baignade et de nouveaux usages dont on n'imagine pas encore tout à fait la diversité et la force de transformation. Mais voilà, c'est quand même très enthousiasmant. Donc oui, on passe avec cette candidature, on passe de projets utopiques à des projets tangibles et qui vont dans le sens d'une plus grande accessibilité pour un plus grand nombre. Voilà, et on redécouvre la Seine comme un territoire en tant que tel, où du coup Paris est décentré, même si Paris voilà, va accueillir en son centre, en son cœur, ces épreuves de natation. On va redécouvrir un bassin de la Seine qui est beaucoup plus vaste avec 25 sites de baignade sur la Seine et la Marne. Donc voilà, c'est presque un nouveau monde qui va être cartographié comme ça, quoi. Merci beaucoup. Justement, sur cette question d'amélioration de la qualité de l'eau de la Seine, Julia Moutier, est-ce que vous pourriez nous expliquer de manière très concrète en quoi consiste cet assainissement de la Seine et quels sont ses impacts sur l'environnement et sur les rapports sociaux, politiques qu'on entretient avec la Seine? Micro. Donc, je précise quand même que je suis pas du tout spécialiste de la qualité de l'eau et que ça n'est pas vraiment le sujet que je traite, l'angle que j'ai choisi moi. Mais ce que je peux vous raconter, c'est que donc l'inscription de la baignade dans le projet de candidature des JO mène à l'élaboration du plan baignade qui va mettre de nombreux acteurs autour de la table, d'une même table, ce qui n'avait jamais été fait avant pour parler de la Seine et améliorer sa qualité. Donc, il y a de très nombreuses échelles qui vont de l'État aux villes qui se sont portées volontaires pour accueillir une zone de baignade. Et le syndicat d'assainissement des eaux de la région parisienne, les voies navigables de France, Aropaport ou l'agence de l'eau Seine-Normandie. Donc, à la fois des acteurs de la navigation et de l'assainissement globalement. Et les ambitions, ça va être d'améliorer la qualité de l'eau dans la Seine et la Marne, mais aussi de renforcer la biodiversité et de rendre possible la baignade. Donc, c'est pas seulement la baignade. Et pour ce faire, ils vont chercher avant tout à éviter que les eaux de pluie et les eaux usées atterrissent dans les cours d'eau, avec donc à la fois en améliorant la séparation des eaux usées et des eaux pluviales dans les réseaux séparatifs. Donc c'est ce qu'on appelle les mauvais branchements que vous avez peut-être vu par ailleurs. Donc en évitant que les eaux usées atterrissent dans les réseaux d'eau de pluie, mais ce qui n'est pas un problème à Paris vu qu'il n'y a qu'un seul réseau. Il va y avoir aussi
des nouvelles normes d'urbanisme, ou en tout cas dans une accentuation de ces normes d'urbanisme pour capter les eaux de pluie à la source, donc en modifiant les bâtiments et les aménagements en général, et éviter que l'eau de pluie atterrisse dans les réseaux, en rendant la ville plus perméable. Et puis, il va y avoir tout un travail aussi pour éviter le rejet des eaux usées des bateaux dans la Seine, et des ouvrages aussi supplémentaires de collecte des eaux de pluie qui vont être construits, notamment le bassin d'Austerlitz qui est en cours d'inauguration. Euh, donc voilà, globalement, ça tourne autour de ça. Donc c'est très, très centré autour de la qualité des eaux, le plan baignade, bien que ce soit pas le seul enjeu du retour de la baignade à Paris. Et sur les enjeux, les rapports sociaux, environnementaux, politiques, donc sur la qualité des eaux, moi, j'ai pas forcément plus de données que ce qui est disponible publiquement, mais en tout cas, il y a quand même des signes qui montrent que la qualité de l'eau, elle s'est améliorée ces dernières années. C'est que il y a un nombre croissant d'espèces animales qui y vivent, et de plus en plus aussi d'événements de baignade ou de compétitions sportives qui sont autorisés sur la Seine, ce qui n'était plus du tout le cas depuis 2013, et qui sont autorisés dans le respect des normes de qualité de l'eau baignade qui sont très strictes et établies au niveau européen. Mais c'est difficile de savoir si ça va pas, ça ne permettra jamais complètement d'éviter les aléas météorologiques qui, eux, peuvent aussi dégrader la qualité des eaux de la Seine. Et ensuite, ce qu'on voit aussi au niveau social, c'est que, en fait, comme le disait Emmanuel Séguéra, il y a un regard qui évolue sur la Seine, qui est en train de changer, et que ça accompagne ce changement de regard, à la fois où la Seine, elle est de plus en plus vue comme un élément naturel à protéger qui traverserait la ville et puis à s'approprier, plutôt que comme un réseau de transport ou d'assainissement, quelque chose de technique. Et puis, la baignade, elle est aussi maintenant de plus en plus associée à l'image du fleuve, alors que c'était pas du tout le cas avant. Qu'on considère qu'elle soit possible ou pas, c'est maintenant un terme qui est quand même associé à la Seine, alors que finalement, par exemple, quand le Paris-Plage a été inauguré, la question ne s'est pas du tout posée pendant très longtemps. Il y a eu une piscine chlorée sur les rives quelques années, et l'inauguration de la piscine Joséphine Baker, mais il n'y avait pas au tout départ de projet d'ouvrir des zones de baignade dans la Seine, c'était pas envisagé et pas considéré comme possible. Et sur les changements politiques, je l'ai déjà un peu évoqué avec le plan baignade, mais en fait, ça a permis de mettre beaucoup, beaucoup d'acteurs qui n'avaient pas de possibilité de cadre pour se rencontrer, et qui pourtant définissent ce qui est possible dans la Seine et la gèrent. Ça a permis de les mettre ensemble à l'échelle du fleuve, c'est-à-dire que ce soit du national au plus local. Et ça, c'est quelque chose qui va compter beaucoup aussi à l'avenir. Et c'est aussi une manière pour les villes de retrouver une place dans la gouvernance des cours d'eau qui les traversent, ce qu'elles n'avaient pas forcément avant, ou difficilement, et de réclamer un accès local pour les habitants à l'eau même des cours d'eau et pas seulement aux berges. Merci beaucoup. Donc là, je vais m'adresser à vous tous en posant cette question. Avec l'accroissement du tourisme à Paris et avec la privatisation de certains usages, est-ce que la cohabitation des activités vous semble possible? Je ne sais pas qui veut commencer par donner des éléments de réponse. Je dirais peut-être une chose, c'est que Voilà. ce que Isabelle Bakouche avait signalé de façon très claire, c'était que la Seine passait d'un aspect économique à un aspect touristique de toute façon. Et si vous voulez, il faut rappeler quand même que l'activité touristique, elle va être saisonnière. C'est-à-dire on va pouvoir aller se baigner dans la Seine jusqu'au mois d'octobre, mais je pense qu'après, le froid, et même si on est dans une perspective de canicule, etc., le froid va revenir. Donc, ce qui est intéressant quand même dans toute cette histoire, c'est un déplacement très important d'un lieu qui était un lieu de nourrir de nourrir les habitants, d'arriver avec des marchandises, etc., en un lieu proprement touristique, avec des pratiques très très vivantes aussi de ce tourisme, hein, qui est pas, que j'utilise pas le terme de façon négative,
Mais il faut bien savoir que ça va pas être les Indiens qui se jettent dans la rivière avec liberté. Ça va être des bassins bien délimités, avec des surveillants, etc. Parce il y a quand même le fleuve qui n'est pas un très gentil personnage toujours, hein, qui a des courants, qui a des... Bon, on n'a pas parlé du tout du fait qui était relativement important au début, des noyades qui attiraient, qui faisaient que les morgues étaient sur la Seine. Et donc, la question de la Seine, ça va être aussi des bassins bien délimités. Et il faut aussi voir cet aspect-là. Et donc, là, je pense que euh, ça va avoir lieu, grosso modo, on va dire de juin à octobre. Et après, sans faire la publicité pour les piscines parisiennes, après, on retourne quand même dans les bassins couverts. Bon, ça, c'était en passant. Merci beaucoup. Est-ce que Emmanuel ou Julia, vous voulez ajouter quelque chose sur cette question de cohabitation des activités? Oui, moi je pense que la cohabitation, elle est envisageable et presque elle est attendue en fait. Comme disaient mes prédécesseurs, c'est vrai que on pourrait dire que la Seine, c'est déjà la première destination touristique à Paris. On sait que la zone protégée par l'UNESCO connaît déjà une fréquentation très importante et presque voilà, qu'il y a un potentiel risque de saturation. Ça, c'est pour un tourisme de masse et très centré dans Paris. Mais il y a énormément d'autres modalités de tourisme qui se développent et qui sont déjà observables. On sait par exemple que dans une des randonnées fluviales dont je vous parlais tout à l'heure, il y a 10 à 15% de pratiquants qui sont des Européens et qui viennent précisément pour cette pratique sportive. Voilà, on sait que les véloroutes se développent en grande proximité avec les voies navigables, que le développement du tourisme fluvial ou fluvestre, c'est un projet et c'est un phénomène déjà là. Donc on peut faire l'hypothèse que oui, avec de nouveaux bassins de baignade et de nouveaux espaces qui seront identifiables sur la carte, peut-être que ce tourisme urbain qui est curieux de mener la vie des Parisiens en fait ou des Franciliens, que ce tourisme se développe et que ce soit au service d'un rééquilibrage aussi d'une fréquentation sur plusieurs territoires, un tourisme responsable, un tourisme voilà, engagé qui va tenir compte des mobilités douces qu'on lui propose ou des modalités d'interaction. Donc, comme on disait tout à l'heure, le fait que la Seine devienne un axe aussi qui est historique, culturel et naturel, ben, ça peut que soutenir d'autres tourismes voilà, émergents et pas que. Et d'autant plus que le réseau des acteurs du tourisme en Ile-de-France, et on travaille bien avec les acteurs du tourisme de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne, ils sont à la pointe sur ces sujets-là. Donc voilà, il y a des transformations à venir aussi, et la cohabitation avec les navigants d'aujourd'hui, bah, c'est une histoire de temps et de temps d'expérience ensemble aussi, sûrement. Voilà. Je veux rappeler juste qu'en 93, la piscine de Ligny a coulé en 48 minutes. Et un an plus tôt, ou 2 ans plus tôt, elle avait été heurtée par un bateau. Donc c'est pas aussi... il faut juste... je suis tout à fait dans cette version heureuse, mais il faut savoir qu'on est avec un fleuve. On n'est pas avec une petite rivière sympathique, on est avec un fleuve, avec ses crues, avec sa puissance et sa vie. Oui. Peut-être que j'ajouterais quelque chose qui n'est pas mon avis personnel, mais plutôt ce que j'ai entendu, parce que dans notre petite enquête, on a posé la question à des maîtres nageurs, et qu'est-ce que vous pensez, enfin, qu'est-ce que vous y pensez de se baigner dans la Seine, et alors, on a entendu beaucoup de résistance et de doute.
Évidemment, pour des questions de sécurité, comment on peut assurer la sécurité, comment on peut vraiment apprendre à nager dans un fleuve, enfin, beaucoup de doutes. Je le dis comme ça, ça ne veut pas dire que je les partage, mais en fait, peut-être que je crois tout simplement qu'il faut du temps pour changer le regard, les usages, le rapport et les représentations qu'on a par rapport à un fleuve. Et c'est vrai que on se souvient, enfin, en tout cas, on a en mémoire les promesses la promesse de Jacques Chirac, enfin, qui paraissait un peu presque une blague, enfin voilà. Mais aujourd'hui, effectivement, on sent beaucoup plus que c'est possible. Euh, Nous, à titre, voilà, on se baigne dans la Seine en amont, hein, bien en amont de Paris. On sait que c'est possible, que c'est une réalité, voilà, de loisirs, voilà. Mais je pense qu'il faut quand même beaucoup de temps, en fait, pour la regarder autrement et la vivre autrement. Mais ça me semble possible, mais avec des résistances quand même qui existent. Merci beaucoup. Oui, quand on parlait de privatisation des usages, on évoquait aussi le fait qu'il y ait des dynamiques qui s'opposent. Privatisation, on voulait évoquer par exemple les bateaux de plaisance, la location de bateaux de plaisance qui se fait de plus en plus, qui se développe, notamment les bateaux de plaisance comme à Venise, on voit des rivas, de plus en plus de rivas sur la Seine. Et donc, est-ce que ça vient pas s'opposer d'une quelconque manière à cette volonté de redonner la Seine accessible, un accès aux Parisiens, quand bien même on développe des usages individuels et privés, touristiques notamment, à côté de cela. C'était la question abordée aussi, ces sujets-là. Je ne sais pas s'il y a un de vous qui veut rebondir là-dessus. Julia, peut-être. Voilà. Moi, je pensais y revenir plutôt sur le point suivant. D'accord, très bien. Alors, je vais m'adresser à nouveau à Isabelle et Jacques sur un plan plus symbolique. On sait que le projet de baignade représente en réalité la construction de 3 bassins. Est-ce que ça ne paraît pas du coup étrange de vouloir à nouveau modeler un élément naturel à l'usage humain, voilà, de créer un point d'eau dans un point d'eau, de vouloir créer sur le principe, sur un plan symbolique, est-ce que ça paraît pas étrange de vouloir créer un point d'eau dans un point d'eau même? Vouloir barricader, Vous avez parlé tout à l'heure de questions de sécurité, Oui, évidemment. c'est ça. C'est la sécurité, c'est le fait après, bon, je ne suis pas du tout spécialiste de ça, mais c'est toutes les histoires de responsabilité par rapport au fait de donner la possibilité à des gens de se baigner dans une ville. Voilà, il y a toutes les questions de sécurité pour que cet accès soit possible dans des conditions acceptables. Voilà. Donc après, moi, je ne suis pas du tout spécialiste de tous les aménagements qui sont envisagés dans les 3 sites qui devraient être ouverts en 2025, mais c'est les questions de périmètre, d'accès, de surveillance qui se posent et qui sont, on va dire, légitimes dans une ville. Enfin, Je pense quand même qu'on est dans une très grande ville et si on réfléchit un peu, vous pouvez vous baigner. Nous, on se baigne dans la Seine en amont de nos gens. Ou du reste, quand on voit la Seine, on a l'impression que c'est un bras de la Seine tellement elle est petite, on cherche l'autre bras de la Seine. Là, on est avec un fleuve qui a pris la Marne. La Marne vient d'arriver un peu plus haut. Et vous savez qu'on dit qu'il y a toute une partie de l'eau qui est encore l'eau de la Marne et qui n'est pas l'eau de la Seine et que les deux ne se mélangent pas tout à fait, qu'il y a une couleur un peu différente des deux, mais ça donne une toute puissance à la rivière, ce qui fait que on ne peut pas imaginer cette rêverie qu'on a, se dire, tiens, on est sur le pont Alexandre III, et puis on va faire un petit plongeon, et puis on va voir ce qui se passe. Bon, ça, les champions vont le faire, mais on ne peut pas imaginer que ça puisse être une pratique générale. Donc, il faut effectivement des limites qui sont liées au fait à un urbanisme et un nombre d'individus très important. bon, il y a tout simplement la question du courant aussi, hein, qui est c'est un peu évident, mais moi, je me souviens d'un maître nageur qui avait dit, ah bah,
qui étaient un peu, qui se moquaient enfin, des projets de sites, de création de sites sur la Seine en disant ils oubliaient juste une chose, c'est qu'il y a du courant dans un fleuve. Bon, voilà, encore une fois, je pense on peut travailler avec ça, mais c'est une réalité naturelle qui n'existe évidemment pas dans une piscine, en fait. Déjà, on peut se poser la question très amusante, quelle va être la différence entre les bassins qui sont dans les canaux, où l'eau ne bouge pas ou très peu, et ce qui va se passer dans la Seine. Moi, j'ai une très grande curiosité de me baigner pour la première fois dans un bassin de la Seine. Comment c'est? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'on a l'impression, comme dans les courants, vous savez, dans les piscines où on fait des courants, etc., d'aller à contre-courant et de jouer avec l'eau? Ou est-ce qu'il va y avoir des aménagements qui vont faire que le courant va être limité, etc. Donc, il y a des tas de questions qui sont assez marrantes qui surgissent. Tout à fait. Merci beaucoup. Je m'adresse maintenant à Julia Moutier. On sait que le projet de baignade des Jeux olympiques et paralympiques s'inscrit dans un projet d'urbanisme beaucoup plus grand. Est-ce que vous pouvez un peu nous parler de l'avenir et des ambitions futures pour le bassin de la Seine? Donc là, en fait, il y a des ambitions qui sont potentiellement contradictoires autour de la Seine, mais donc je dis bien potentiellement, c'est-à-dire qu'il y a à la fois donc cette ouverture de sites de baignade en projet dans Paris et en amont comme en aval, mais aussi une volonté forte de développer le fret fluvial à l'échelle nationale, qui est considéré comme un des modes de transport au bilan carbone le plus bas. Et, euh, et puis, à Paris, en général, l'idée d'insérer les baignades dans des usages existants sans les remettre en question, alors qu'il y a un trafic fluvial qui est déjà quasiment saturé et qui a donc une visée majoritairement touristique et événementielle, comme vous l'évoquiez tout à l'heure. Donc, finalement, aujourd'hui, c'est la voie qui a l'air d'être choisie, c'est donc cette cohabitation des usages avec des aménagements qui vont être dessinés pour le permettre. C'est ça qui va vraiment déterminer la manière dont on envisage de faire se baigner les gens. C'est aussi la Seine, elle est aussi prise dans des stratégies d'adaptation au climat, puisqu'elle est vue de plus en plus aussi comme un outil de rafraîchissement massif des populations, mais qui est quand même plutôt axé sur juste être au bord des berges et profiter de la fraîcheur de l'eau à proximité, mais pas dedans, sachant que c'est des espaces qui sont quand même très, très exposés au soleil et que donc cette fraîcheur, elle est quand même aussi relative. Et donc, il y a toutes ces ambitions potentiellement contradictoires qui vont dans le sens aussi d'une densification des usages de la Seine, tout simplement. Et donc, il y a finalement, il y a deux modèles institutionnels qui sont envisagés pour ouvrir des baignades dans la Seine. C'est donc et qui visent à contourner l'interdiction de baignade sans la remettre en question. Donc, c'est un modèle qui serait plutôt celui de l'équipement, donc qui est lié aux bases de loisirs et aux piscines que la ville de Paris a déjà l'habitude de gérer et qui serait similaire au bassin flottant de la Villette. Donc, des bassins fermés qui séparent les baigneurs du reste du fleuve et surtout qui les séparent de la navigation et des chocs potentiels avec la navigation. Et puis, il y a un autre modèle qui est en train d'émerger et qu'on voit déjà dans le canal Saint-Martin et qui est potentiellement aussi envisagé pour la Seine de manière très temporaire, c'est le modèle événementiel. Donc, d'ouvrir des baignades un peu comme on ouvre des courses de nage en eau libre, avec des aménagements très, très légers, quelques délimitations, mais qui va être beaucoup plus basé, lui, sur la coupure l'interdiction de la navigation, la coupure pendant quelques heures et donc des installations très temporaires, mais qui pourraient revenir par exemple tous les dimanches, comme cet été en théorie au canal Saint-Martin. Il y a ces deux voies-là qui sont en train de se développer dans les canaux, mais qui sont aussi envisagées pour la Seine et potentiellement même les futurs sites de baignade. Et donc une utilisation, comme aussi on le disait au cours de cette séance, qui est aussi potentiellement de plus en plus saisonnière aussi de la Seine. Et ça vient aussi se croiser avec
ça se fait par phase déjà. Il y a une ouverture progressive des cours d'eau à la baignade et aux pratiques habitantes qui se fait par phase. Et sur la baignade, donc la première phase, c'est créer la pratique et montrer qu'elle est possible. Et ça va être ce qu'a pu faire le collectif qui fait organiser des baignades pirates dans le canal de l'Ourcq, comme ce que fait la ville de Paris en organisant des événements sportifs dans la Seine ou en autorisant dans les canaux qui permettent de créer des premières baignades, de mettre des corps dans l'eau déjà et de montrer qu'en fait, on peut prendre le risque de le faire et que finalement, on peut donc permettre à des gens d'être dans l'eau en sécurité et avec un risque qui est gérable pour l'institution qui en a la responsabilité. Ça, c'est la première phase. Ensuite, il y a une phase de régulation et d'encadrement qu'on peut lire dans les canaux, mais pas tellement encore dans la Seine, qui va être donc à la fois qui va viser à la fois à renforcer l'interdiction de la baignade, renforcer la signalétique qui le montre sur place et renforcer aussi les contrôles, les patrouilles, les différentes patrouilles de sécurité qui peuvent être présentes et empêcher cette baignade et qui vise aussi à créer des aménagements qui montrent qu'est-ce que doit être la baignade à Paris, comment elle doit se passer. Elle doit se passer encadrée par la ville de Paris, surveillée par des maîtres nageurs ou des services de sécurité, de secours nautique. Elle doit aussi avoir lieu seulement si la qualité de l'eau a été validée en amont par la préfecture. Et donc, il y a pas mal de régulations comme ça qui sont imposées par les aménagements même et les solutions institutionnelles qui sont fournies et qui visent aussi à créer un imaginaire de baignade très spécifique qui n'est pas celui de la baignade pirate et pas de la baignade sauvage. Et ensuite, il y a une nouvelle phase que je lis moi aujourd'hui et qui n'est certainement pas la dernière, c'est celle de la renégociation de nouveaux accès. Donc, on a expérimenté des premières formes et maintenant, on va négocier pour multiplier soit les lieux où elle est possible ou les moments. Et donc, avec potentiellement la fermeture du bras Marie ou du bras de Grenelle de temps en temps pour des baignades ou des choses comme ça, mais avec un discours assez fort sur le co-usage et surtout pas la remise en question de tel ou tel usage existant du cours d'eau. Et il faut peut-être ajouter une chose, un aspect économique, c'est que la Seine est beaucoup moins chère qu'une piscine. C'est-à-dire les bassins sur la Seine seront beaucoup moins chers qu'une piscine, qui est quand même un lieu assez idéal, mais qui coûte très cher à la ville de Paris. Donc ça aussi, il faut le noter, puisque vous savez qu'une étude a été faite par la Cour des comptes, que normalement, l'entrée à la piscine devrait être de 11 à 12 euros, et pour être rentable, et que donc il y a un service public qui fait qu'elle n'est que de 3,50 €. Donc là aussi, la piscine sur Seine a cet avantage, c'est d'être beaucoup moins coûteuse à la ville de Paris. Justement, sur tout cela, je voulais vous poser la question de votre vision personnelle pour le futur de la Seine, au regard de vos liens avec ce fleuve, notamment en prenant en compte les aspects environnementaux, politiques, économiques et sociaux de notre avenir. Je ne sais pas qui veut commencer à répondre. Vous pouvez lever la Je main. veux peut-être dire quelque chose parce que, en fait, bon, on parle beaucoup de la Seine là à Paris, hein, c'est ça aussi le sujet, mais c'est vrai que pas oublier que la Seine c'est long et que c'est des tas d'endroits très différents, que ça s'appelle la Seine partout, mais qu'il y a des tas d'usages différents en fait et de rapports aussi affectifs avec des coins, avec des endroits où on se promène, avec des endroits où des paysages. Enfin, il y a tout un. euh, Enfin, c'est cette vision-là, enfin, très changeante du fleuve que si on s'amusait à le parcourir de façon continue comme ça, on aurait cette vision-là et on oublie peut-être un peu en étant focalisé sur Paris ou sur des tronçons comme ça. Euh, bon, en tout cas, moi, je trouve que c'est bon. D'abord, je trouve qu'un fleuve, c'est quelque chose d'assez euh, magique. Enfin, de penser quand même que ça naît
de presque rien, d'une petite source quelque part, et puis que ça devient cette chose immense qui va se jeter dans une mer ou un océan. Enfin, c'est quand même, et avec tout ce qui se passe entre, il y a quelque chose d'assez merveilleux. Et je fais un petit clin d'œil à Élisée Reclus, puisque j'ai travaillé sur ce géographe qui a écrit Histoire d'un ruisseau, qui est une façon de parcourir en fait toute la puissance en fait, d'une rivière. Euh, donc, moi, bah, je trouve formidable enfin, ce que j'ai entendu sur ces façons que on peut réinventer, retrouver ou imaginer de nouveaux usages pour un fleuve qui lui-même est une espèce de mouvement permanent. Et je trouve ça très, très beau et très. Enfin, moi, je trouve ça merveilleux hein, ben, de, de puiser à la fois dans c'est une histoire, hein, mais aussi des envies de créer du neuf, en fait, dans des usages qui tiennent compte, bien sûr, des questions actuelles, hein, de climat, voilà, pour faire du fleuve, bah, pour transformer notre regard et nos usages de ce fleuve et pas en faire quelque chose de figé, justement, ces histoires de cartes postales de Paris où la Seine a l'air complètement figée, ben non, c'est quelque chose qui bouge. Et, et ce qu'on peut en faire de mouvant aussi, moi je trouve ça beau, en tout cas. Et moi, j'ajouterais, vous savez que moi, je vous propose plutôt une plongée dans le passé, c'est-à-dire qu'il y avait, à Paris, il y avait 10 îles. Il y avait 10 îles, il y avait une île, toute la ville était liée aussi au bois flotté parce que c'était l'énergie et le bois arrivait par la rivière. Et l'île, il y avait une île devant l'Arsenal qui s'appelait l'île Louviers où on mettait le bois à sécher et qui permettait aux habitants d'avoir du feu, de chauffer leur maison, enfin c'était, si vous voulez, l'énergie première. Et tout ça, bon, toutes ces îles qui ont disparu, vous pouvez vous promener sur la Seine en les imaginant. Donc il y a à la fois le passé, le présent, le futur. C'est évidemment un fleuve qui nourrit l'imaginaire. J'enfonce une porte ouverte, mais avec plaisir. Ben, merci pour ces belles images. Emmanuel, Julia, est-ce que vous voulez prendre la parole sur cette question? Est-ce que vous voulez partager vos visions? Emmanuel, je vous laisse y aller. Bah moi, j'imagine un futur composé avec des éléments qu'on n'a pas encore du tout en tête, mais le fait qu'il y a l'enjeu de développer beaucoup le fret pour décarboner et, annuler du transport routier, etc. Enfin, oui, il y a un impact négatif, enfin un impact écologique négatif moindre qui est visé, mais 2 fois plus de fret sur la Seine, on ne se rend pas compte de ce que ça peut représenter et quelles sont les conséquences pour les territoires riverains. Il y a le canal Seine-Nord qui est en train d'être creusé et on ne se rend pas du tout compte de ce que ça va générer. Tout ça, c'est à l'horizon 2030, donc c'est après-demain, quoi. Voilà, donc plein d'énigmes et plein d'inconnus. À quel prix, comment les loisirs et la culture seront présents sur ces nouveaux segments ou comment on va prendre soin des canaux qui existent déjà ou des lieux de vie. On ne sait pas. Et par ailleurs, il y a aussi des mobilisations citoyennes ou des démarches de... Enfin, il y a des enjeux de civilisation qui se jouent avec des collectifs comme les gardiens et les gardiennes de la Seine qui sont en train de se créer aujourd'hui, à l'instar du Parlement de Loire et d'autres collectifs qui se montent à l'échelle du monde. Oui, on commence à protéger le vivant et à considérer que les communs, c'est une urgence de les considérer et d'y être attentif. Donc voilà, ben je ne sais pas de quoi l'avenir est fait, mais il y a tous ces éléments-là. Et voilà. Merci beaucoup. Julia, je vous laisse la parole. Oui, alors c'est vrai que ça me fait penser aussi ce que Isabelle a dit que en fait bah,
à Paris, on se baigne déjà dans les cours d'eau, très peu dans la Seine intramuros, mais pas mal dans les canaux. Et on se baigne déjà dans la Seine en aval et en amont. Il y a pas mal de coins où en fait les gens le font assez couramment. Et donc ça fait déjà partie de notre présent. Et ensuite, tout ce qu'on raconte aussi aujourd'hui, ça va se heurter aux enjeux climatiques qui sont inévitables. Et moi, une des hypothèses principales de ma thèse et le pari aussi de travailler sur ce sujet-là, sans regarder, sans se focaliser sur la question de la qualité des eaux, c'est que en fait, on s'est dit que peu importe, enfin, que en fait, au fur et à mesure que les températures elles vont augmenter, les gens vont se baigner et sans forcément avoir les données de qualité des eaux ou sans s'en soucier. Au plus il fera chaud, au plus la tentation sera grande. Donc c'est un phénomène qui de toute façon est en train de se développer et qui est difficile à contrôler, à limiter et, euh, et qui ne va pas arrêter vu que les vagues de chaleur vont s'intensifier et vont devenir de plus en plus régulières. Et on l'a déjà vu ces dernières années, on le voit déjà, en fait, c'est déjà le cas, c'est déjà en place. Et avec aussi, pour compléter sur quel est le futur de ce fret et quel est le futur de ces baignades, en fait, avec le bouleversement du cycle des eaux et les sécheresses chroniques qu'on a depuis des années, qu'on connaît depuis des années en France, et qui ne s'arrangent pas, en fait, on peut même aussi en arriver à se poser la question de à partir de quel moment il y aura encore assez d'eau dans la Seine pour pouvoir naviguer ou se baigner, ou en tout cas se baigner sans que l'eau soit de très très mauvaise qualité, parce il faut qu'il y ait de... Au moins il y a d'eau, au plus elle est difficile à traiter et à rendre de bonne qualité, et sachant qu'en fait le niveau de la Seine, il est déjà artificiellement maintenu par les grands lacs, les 5 grands lacs qui ont été construits tout autour de la région Île-de-France pour réguler ce niveau, que ce soit le baisser si il est trop haut ou le faire augmenter en été pour permettre la navigation en toute saison, ce qui n'était pas du tout le cas avant ces grands équipements qui datent de la seconde moitié du XXe siècle. Et avec on a de telles évolutions en cours climatique que peut-être même que ces équipements vont pas continuer à suffire dans les décennies qui viennent. Merci beaucoup pour toutes vos réponses et pour cette belle discussion. Je laisse la place à Renji pour le moment des questions-réponses. Bonjour, bonjour à vous quatre, les intervenants d'être avec nous. Maintenant nous allons passer aux questions des spectateurs. Alors, la première question, pensez-vous que les épreuves de natation auront lieu et quel impact pourraient-elles avoir sur la santé des nageurs? Et peut-être l'un ou l'une d'entre vous pourrait répondre à ces questions. Et on n'entend pas. Je pense qu'ils vont tout faire pour. Bon, maintenant, c'est vrai qu'il y a une chose qu'on ne peut pas mesurer, c'est s'il y a une pluie. Si par exemple, il y a 2 jours avant, il y a une pluie extraordinaire, il y aura des problèmes pour l'eau. Donc il y a quelque chose aussi d'assez drôle, c'est qu'il y a quelque chose de l'ordre de l'imprévisible dans un monde où normalement tout est absolument prévisible. Et là aussi, votre question est merveilleuse parce que vous avez vu, tout d'un coup, il y a eu un silence de nous quatre absolu, c'est-à-dire on ne peut pas vous dire, oui, on est certain, on met notre main à couper. Il y a normalement 90 ou 95% de chances que ça ait lieu. Mais voilà. Moi, je vous Peut-être on peut dire aussi que les nageurs, ils ont la culture de ces bains en eau vive et que en termes d'hygiène et de sécurité, ils connaissent très bien les gestes. Et enfin voilà, de ce côté-là, je ne sais pas s'il faut vraiment s'inquiéter. En tout cas, l'été dernier, les test events qui étaient organisés sur 4 jours ont quand même eu lieu pendant 2 jours. Et donc, ça a quand même eu lieu. On a déjà organisé des grandes compétitions sportives dans la Seine, mais avec ce demi-résultat où, en fait, les 2 premiers jours ont pu se passer et les 2 autres jours ont dû être annulés à cause d'un incident technique lié au réseau d'égout. Donc,
ça a lieu. Après, est-ce que ça aura lieu à temps? Est-ce que ce sera prêt à temps? Est-ce qu'il n'y aura pas d'aléas à ce moment-là pour les JO? Ça, c'est difficile à savoir, mais c'est aussi l'intérêt en un sens du sport de l'eau libre, c'est que ça, c'est pas du tout les mêmes conditions et c'est beaucoup, avec beaucoup plus d'aléas que le sport en piscine. Ça fait partie intégrante de l'eau libre aussi, cette question. D'accord, merci. Et la deuxième question, doit-on s'inquiéter sur le long terme de l'impact écologique que, que vont avoir les Jeux olympiques et paralympiques sur la scène? Après, les JO, ça dure pas très longtemps, donc c'est difficile de savoir quel impact écologique ça peut avoir, enfin, de le calculer. Il y a donc ce projet-là d'améliorer la qualité des eaux, en tout cas, qui est en cours et qui a permis d'accélérer des choses qui étaient déjà dans les cartons, mais qui se seraient peut-être pas forcément faites sans, qui a permis de débloquer des moyens pour améliorer la qualité de l'eau de la Seine et qui ne devrait pas disparaître une fois les JO finis, puisque c'est aussi des infrastructures et un changement dans la manière de travailler aussi. Mais après, comme impact écologique au-delà de ça, c'est difficile de dire. Ok. Après, sinon, enfin, sur la baignade en soi, le développement de la baignade, indépendamment des JO, peut enfin, avoir un impact écologique sur la qualité des milieux si elle devient massive. Forcément, entre enfin, la crème solaire ou juste la présence des gens, ça peut déranger des espèces, voire en empêcher certaines de vivre, mais ça, un problème à plus long terme, indépendant des JO, mais qui risque de se poser. Ok, merci. Et à la troisième question, suite à la polémique pour retirer les boucanistes des berges lors des Jeux olympiques et paralympiques, cette décision a été abandonnée. Pensez-vous que cette polémique a transformé le rapport des gens avec la présence des boucanistes sur la berge de la Seine? Peut-être Emmanuel, vous voulez répondre à ces questions? Moi, j'aurais plutôt proposé à Isabelle et non, mais ben, en fait, je pense que c'est une présence historique, mais je ne saurais pas du tout la dater et je trouve que c'est un moment où, oui, on prend conscience des gens qui travaillent sur le fleuve et en grande proximité, en relation avec et c'est toujours, important de les découvrir pour ceux qui les connaissaient pas ou qui ne les fréquentaient pas. Il y a une très jolie image pour les bouquinistes. On dit que c'est des charnières qui tiennent la scène. Et donc, bon. Et effectivement, l'idée qu'on puisse lire, trouver des vieux livres au bord de la Seine et puis réciter, je sais pas, sous le pont Mirabeau ou autre chose. Bon, il y a quand même quelque chose qui est aussi de l'ordre de la muse. La rivière est une muse qui peut nous faire rêver. C'est pas un hasard s'ils se sont installés avec leur boîte en bois, là, au bord, sur ces bords-là. Et tout d'un coup, il y a eu une résistance de ces boîtes à une décision administrative qui était de les ôter. Bon. Donc il y a quelque chose qui est de l'ordre de la résistance du rêve, pour moi, hein, mais je sais que ce n'est pas un discours très économique, ni technique, ni autre, mais qui me semble important, et j'ai toujours le souvenir, l'impression que ces boîtes sont des charnières qui tiennent la rivière. D'accord. Euh, Isabelle, vous voulez rajouter quelque chose? Non, ouais, enfin, moi, ça me fait penser à la question plus générale euh, quand quand les Jeux Olympiques arrivent dans une ville, qu'est-ce qui doit être enlevé en fait de cette ville pour qu'il puisse avoir lieu, quoi.
Et là, on a des exemples historiques dans d'autres époques, et puis là, c'en est un aujourd'hui, mais où une ville est transformée, on enlève ce qui gêne pour que les jeux puissent avoir lieu. Enfin, voilà. Et donc, je pense de façon beaucoup plus dramatique et dans l'histoire. Enfin, les Jeux Olympiques de 36 à Berlin, ça a été aussi un moment où on a enlevé des choses qui ont permis aussi au régime nazi d'être montré sous son meilleur jour. Enfin, il y a cette question-là très politique aussi dans le rapport des Jeux Olympiques avec les villes dans lesquelles ils s'installent, quoi. Voilà. D'accord. Et Julien, est-ce que vous voulez rajouter quelque chose aussi? Je travaille vraiment pas du tout sur les bouquinistes, mais par contre, en effet, donc pour rebondir sur ce que disait Isabelle, les Jeux Olympiques, c'est aussi utilisé comme outil au fil des éditions pour mettre en place des dispositifs sécuritaires qui potentiellement ensuite peuvent rester et qui peuvent aller dans le sens d'une plus grande surveillance des populations qui n'est pas le souhait de l'ensemble de la population. Ok, merci beaucoup. Je vous remercie pour vos réponses. Et maintenant, je laisse la parole à ma collègue Corinne. Mais merci beaucoup à vous quatre pour cette conférence. Merci beaucoup aussi au Carreau du Temple et au Master de l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. La prochaine rencontre des conférences de la Sorbonne portera sur l'évolution et la symbolique des fontaines dans l'espace public. Elle aura lieu le 26 avril pendant la 2e édition du festival à vie Tempête, qui est une édition intitulée H sans eau, qui sera organisée à Césure par les étudiants du master. Ce sera du 25 au 28 avril. Et vous êtes tous les bienvenus pour ce festival pluridisciplinaire, qui est notre projet de fin d'année et qui abordera la question de l'eau et plus particulièrement du manque d'eau. Voilà. Et ben, merci beaucoup à vous tous. Merci. 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 Tu peux dire au revoir. Au revoir. On